Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du Distri. Nous débuterons avec la campagne qui se durcit en vue de la votation sur la création d'un foyer pour requérants à Nyon. Ce sera le 24 septembre. Il sera aussi question du HLM de la Sueta à Nyon qui sera bientôt détruit pour faire place à de nouvelles habitations. La rénovation des écoles à Gland au programme. Et enfin, on terminera avec plus de légèreté avec le Ludico Festival ou le Festival des Jeux qui se tient cette fin de semaine à Gland. À Nyon, je vous le disais à l'instant, votation le 24 septembre, c'est sur la création de ce foyer de requérants d'asile. La municipalité tenait une conférence de presse ce jeudi matin pour rectifier, je cite, les allégations des opposants. Florian Cavalleri et Rodolphe Henner étaient sur place. Voilà, on est ici à Nyon sur la parcelle qui pourrait accueillir le foyer pour requérants de l'EVAM. On est avec vous, Stéphanie Schmutz, parce que la municipalité souhaite un petit peu apporter des précisions à l'argumentaire des opposants, notamment en 3 points. Le premier, c'est la présence des familles dans ce futur foyer. Oui, les chiffres de l'EVAM indiquent clairement que 53% des personnes dans les foyers sont des femmes et des enfants. Donc forcément des familles. Donc des familles, il y aura, quand les opposants disent que c'est pas conçu pour, que c'est pas assez digne, vous érigez en faux. Oui, pour des primo-arrivants, le foyer est tout à fait adéquat pour des familles. Deuxième argument que vous souhaitez dénoncer de la part des opposants, ou tout du moins une précision que vous aimeriez apporter, c'est le fait qu'il n'y aura pas nécessairement 180 requérants dans ce foyer, mais plutôt 120 ou 140. Oui, les discussions que nous avons avec l'EVAM sont pour mettre entre 120 et 140 requérants dans ce foyer. Alors ce chiffre de 180, il correspond à quoi finalement ? C'était un maximum jusqu'où on était prêt à aller à l'époque du préavis. Bien évidemment, les discussions sont affinées et là, on est vraiment par rapport aux plans qui sont en train d'être élaborés, par rapport aux discussions que nous avons avec la VAM. La place qu'il y a ici, ça correspond à 120-140 personnes. Très bien, alors c'est ce qu'il faut retenir, 120 ou 140. Enfin, dernier point, c'est vous tenez à dire qu'il y a eu une transparence totale durant tout le protocole d'établissement de ce dossier. Exactement, nous avons travaillé comme d'autres DDP en ville de Nyon, donc nous avons averti les voisins, nous avons eu des séances avec les voisins, avec le conseil communal, donc bien évidemment nous avons travaillé comme chaque fois pour les requérants. Et puis le citoyen pourra s'opposer lors du permis de construire de la mise à l'enquête. Tout à fait. Donc c'est pas, le citoyen n'est plus muselé, il a encore le droit de s'exprimer. À de multiples occasions, il aura encore le droit de s'exprimer. Et puis si je peux me permettre aussi de dire, on voit beaucoup de critiques qui disent mais on fait rien pour le citoyen nyonnais. J'aimerais quand même dire qu'on va mettre plus de 1000 logements sur le marché dès 2018, dont plus de 300 pour loyer abordable et modéré, qu'on a en projet d'IMS, projet d'appartements protégés, donc plus toutes les écoles, je crois que donc à toutes les catégories d'habitants Nyon. Donc ne pas opposer la population migrante à la population autochtone. Exactement. Voilà, eh bien merci, on aura tout de suite plus d'informations avec les opposants en plateau. Et justement, pour représenter les opposants avec nous, Jackie Collomb, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité de l'association Accueil Responsable qui s'oppose... Accueil Raisonnable, excusez-moi, qui s'oppose à ce foyer. Qu'en répondez-vous à la municipalité de Nyon sur les éléments? Elle parle d'allégations concernant vos arguments. Alors, les allégations sont principalement dues à un manque de communication de la part de la municipalité. Qui a manifestement été corrigé aujourd'hui. Oui, mais un peu tard. D'autre part, le chiffre de 180, comme dit, est tiré du préavis. Il ne dit pas maximum, il dit environ. Et on n'a pas d'autres moyens de juger de combien il y aura de personnes hébergées dans ce centre. La municipalité aujourd'hui ne vous satisfait pas quand on parle de 120 à 140 personnes? Cette chose aurait dû être réglée dans une convention que la commission chargée d'étudier le projet aurait pu voir. Elle aurait ensuite été portée à la connaissance du Conseil. Le Conseil a pris une décision sans savoir. Pourquoi ça aurait changé quelque chose? Ça aurait permis de définir, et si aujourd'hui les discussions se sont affinées, moi je suis très heureux d'apprendre qu'on va réduire un peu la voilure, mais ce n'est pas ce qui avait été présenté au Conseil, c'est donc ce qui suscite la première opposition, en tout cas de ma part, c'est cette procédure qui n'est pas respectée, contrairement à ce que dit Madame la municipale. Quand on fait un DDP, on présente une convention, on présente un acte constitutif de DDP,
qui normalement devrait être signé sous réserve d'acceptation par le Conseil. Tout ceci n'a pas été fait. Alors, de dire que tout a été respecté, c'est un petit peu léger à mon sens. Dans ce cas précis, les précisions données aujourd'hui par la municipalité ne changent, à vous entendre, absolument rien à votre position. Ce sont des paroles. Moi, j'ai un chiffre écrit qui est environ 180 personnes. Et quand la municipalité... Et c'est ce que le Conseil a accepté. Quand la municipalité donne des exemples avec d'autres villes, prenons par exemple Vevey, près de 20 000 habitants, il y a 222 requérants, ou encore Yverdon, 30 000 habitants, près de 500 requérants. On est quand même très bas à Nyon par rapport à ces chiffres-là. Peut-être, mais nous, on a considéré que ce n'était pas une manière digne d'accueillir ces gens. On ne serait pas fermé à l'idée d'un centre, mais de dimension plus réduite. Jackie Collomb, merci beaucoup pour ces précisions et la réponse donnée à la municipalité. On le rappelle, votation le 24 septembre et préciser que ce référendum communal est une première en Suisse romande sur ce type d'objet. On reste à Nyon, c'est le pilier du programme de législature de la municipalité. Le concept cœur de ville a été accepté par le conseil communal cette semaine. Le vote, 76 oui, 0 non et 6 abstentions. Florian Cavalieri. C'est une étape très importante pour la ville de Nyon, puisqu'un certain nombre de projets qui sont dans le préavis cœur de ville vont pouvoir démarrer. Enfin, c'est les études qui vont pouvoir démarrer et qui vont effectivement changer le centre-ville de Nyon. Le concept cœur de ville, c'est une circulation en fait des personnes, des visiteurs de Nyon au niveau commercial, et puis un certain nombre de places publiques et d'espaces publics qui vont être créés pour rendre plus attractif ce centre de Nyon, pour garder une vitalité du centre-ville, et puis la création, ce qui a été discuté ce soir aussi, d'un parking enterré sous Pertan afin de pouvoir rendre la place Pertan comme un parc public pour la population. Nous avons fait un amendement demandant notamment sur le secteur Pertan, que c'est un peu technique, je suis désolé, que le mandat d'études parallèle concerne l'ensemble de la zone, c'est-à-dire Violier, Usterie et Pertan, et pas uniquement Pertan comme c'était prévu au départ pour un parking souterrain. Ça signifie en langage courant que la municipalité au départ voulait partir surtout sur un projet de parking qu'on a entendu souvent parler, souterrain sous la place Pertan actuelle, et que la commission a dit que pour l'instant ce n'était pas forcément la priorité de faire ce parking et qu'il fallait réfléchir à l'ensemble de la zone et voir où on pouvait mettre notamment le parking sur l'ensemble de la zone et pas uniquement de figer le parking sous la place, mais qu'on pouvait peut-être faire un parc urbain, c'est-à-dire avec des grands arbres, etc., plutôt que de faire forcément un parking dessous. Est-ce qu'il y aurait été une plaine de plein palais au final au-dessus? 2 autres sous-amendements ont été refusés par le Conseil. Notre amendement a été très très largement accepté par le Conseil, donc je suis pleinement satisfait à ce niveau-là. Ce sous-amendement consistait uniquement à préciser la nature, le but du mandat d'études parallèle proposé lui-même par l'amendement. Je m'explique, ce mandat d'études parallèles couvrant toute la zone Pertan-Usterie doit aboutir logiquement, c'est le but de ce travail, sur soit un plan partiel d'affectation, soit des plans de quartier. Et donc j'aurais aimé préciser cela dans la réponse et dans la décision prise par le Conseil. À terme, le centre-ville devrait devenir un grand secteur, si ce n'est piétonnier, en tout cas avec une circulation très diminuée, en laissant au centre-ville accéder uniquement les habitants et les accès au commerce. Et dans cette perspective, effectivement, l'agrandissement du tunnel de l'Étra est un contresens, puisqu'il va favoriser au contraire la possibilité d'accéder au centre-ville avec de nombreux véhicules. Au minimum, on aurait souhaité que la municipalité vienne avec un véritable rapport sur la nécessité d'agrandir ce tunnel. Aujourd'hui, on termine une campagne de comptage, on ne sait pas quels sont les résultats de cette campagne de comptage. On projette de faire une route de desserte urbaine qui devrait complètement délester la ville du trafic de transit. Et dans ces conditions, on se demande si cet élargissement est absolument nécessaire. Ça commence en 2018 pour les premières étapes avec la place de la gare, place du château, avec des études et réalisations sommaires dans un premier temps, justement pour garder ce dynamisme, cette attractivité du centre-ville. Et puis après, on commence avec des études, mandat d'études sur le Pertan, Usterie, Violier, où là il y a une réalisation un petit peu plus tardive, puisqu'il y a des légalisations à faire. Le parking Pertan, si tout va bien, on pourrait commencer les travaux d'ici 2021-2022. Il y a une partie de logement à Martinez, ça c'est plus à l'horizon 2022 aussi, puisqu'on doit faire une modification en fait, du plan de quartier, une modification mineure. Et puis après, alors, il y a toute la création des places, place Richard, place Saint-Jean, avec l'avenue Violier, la création de cette bouée d'adresse aussi à l'horizon 2022-2023.
Et à noter que le programme de législature de la municipalité a lui aussi été accepté à l'occasion de ce conseil communal. Sa taille imposante et son architecture le font appeler le mur de la honte. Nous vous l'annoncions en exclusivité mardi. Le HLM de la Ceuta, au nord de Nyon, sera bientôt détruit pour faire place à de nouvelles habitations. Rodolphe Henner. À Nyon, il est des symboles rappelant le passé glorieux de la ville et des symboles moins séduisants. C'est le cas de l'immeuble d'habitation de la Ceuta. Construit en 1966 pour loger les travailleurs, il apparaît alors aux Nyonnais comme un véritable monstre avec ses 11 étages et ses 176 appartements. Surnommé le mur de la honte, il est le premier HLM à avoir poussé au nord de Nyon. On l'appelle le mur de la honte. Mais ce bâtiment emblématique de l'architecture des années 60 ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Son propriétaire, la coopérative Logement Social Roman, reconnue d'utilité publique, va entreprendre sa destruction faute de pouvoir le rénover. Après quoi, cette grande barre d'appartements sera remplacée par plusieurs immeubles en augmentant de manière significative le nombre de logements. Ces appartements seront toujours dits à loyer abordable, comme actuellement, puisqu'il s'agit là de la vocation de la coopérative LSR. Cette semaine, tous les locataires recevront justement un courrier provenant de la coopérative LSR, leur donnant davantage d'explications. Car un défi se dessine déjà, reloger tous les habitants le temps des travaux. La municipalité est là pour être garante par rapport aux locataires afin que ceux-ci puissent être relogés à des conditions équivalentes. Il y a une modification du plan de quartier, ce qui rend la municipalité, la municipalité devient un acteur assez fort dans la négociation avec LSR. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la municipalité peut être garante par rapport aux locataires, parce qu'il y a des négociations possibles avec LSR. Tous les locataires qui ont un appartement, bien évidemment, avec un bail longue durée, seront relogés. Et c'est la société coopérative d'habitation Lausanne qui administre le logement social roman, le LSR. Ilan Buchler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la société coopérative d'habitation Lausanne. Au moment de la diffusion du sujet mardi, les locataires n'étaient pas encore informés. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est exact. Effectivement, ils ont reçu, je pense, entre aujourd'hui et hier, le courrier les informant effectivement de l'avenir de ce bâtiment. Alors, ils seront tous relogés durant les travaux. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir reprendre place dans le nouveau bâtiment une fois qu'il sera construit ? Alors effectivement, dans le cadre de l'opération, nous, comme le dit notre nom, Logement Social Roman, on a un caractère social. Donc pour nous, avant d'imaginer une démolition du bâtiment, il fallait d'abord qu'il soit vide, donc on ne va pas le démolir tant qu'il y a quelqu'un dedans, et qu'on ait trouvé une solution de relogement pour chaque locataire. Et ça, pour nous, c'est important qu'on atteigne cet objectif avant de commencer les travaux. Alors, il y a eu de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de NRTV suite à ce sujet. On sent que c'est un sujet où ça suscite de l'émotion auprès des Nyonnais, avec beaucoup de questions qui sont posées. Une première que je vous relais, c'est pourquoi pas de rénovation et pourquoi une destruction, tout simple ? Alors effectivement, c'est une bonne question qu'on s'est nous-mêmes posée dès le départ, parce que nous avons, évidemment, il faut voir, le bâtiment, il date des années 60, il a vécu, on l'a racheté d'ailleurs en 1990, qui est droit derrière, nous avons investi pour le rénover. Et d'ailleurs, il y a des locataires qui sont rentrés en 1992, qui y sont toujours, presque une cinquantaine de locataires sur les 176 logements. Et aujourd'hui, effectivement, on a fait un état des constats, des expertises qui ont manifestement montré que cet immeuble a besoin d'une grande réflexion au niveau de l'isolation, de l'aspect phonique aussi, et aussi de tout ce qui est installation technique. On voit qu'ils sont en mauvais état et on ne peut pas laisser ça dans cette configuration-là. Et ceci nous a conduit effectivement à analyser le projet de rénovation. Et évidemment, si on veut respecter les normes et puis les lois en vigueur, on est obligé de faire une rénovation lourde. Donc on n'a pas trop le choix. Trop coûteuse, donc en l'occurrence. Alors, comme vous le dites, c'est coûteux. Donc ça a un impact sur les loyers. Donc il y a une augmentation de près de 30% de loyer pour nous qui était inadmissible pour les locataires. Et sans compter toutes les nuisances, parce que vous faites des travaux dans le cadre des gens qui habitent dans l'immeuble. Donc des nuisances sur du long terme, à côté de chez vous. Ça demande quand même des relogements, parce qu'évidemment, quand ils refont l'immeuble, vous êtes obligé de déménager. On sait où ces locataires vont être relogés ?
temporairement? Alors, aujourd'hui, effectivement, la solution de rénovation n'était pas une option pour nous. On a analysé l'option de démolition-reconstruction. Et dans cette opportunité de reconstruire, on peut faire davantage de logements. Et sur l'aspect du relogement, alors c'est clair, il faut regarder ce qu'on peut faire. Et puis ça, on est en étroite collaboration avec la commune de Nyon. Et une des premières étapes qu'on a fixées, c'est déjà aboutir dans ce plan de quartier et ensuite de mettre à l'enquête. Donc tout ce que je vous dis là, c'est sous réserve que tout cela aboutisse. Parce que dans le cadre d'un relogement, il y a des frais, des coûts pour notamment simplement le déménagement. Est-ce que c'est des frais qui peuvent être pris en charge soit par la société coopérative, soit par la commune? Alors nous, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que dans le projet que nous souhaitons réaliser, si tout se passe bien au niveau des procédures, c'est 2 immeubles. 2 immeubles pour beaucoup plus de logements, c'est-à-dire on a un objectif de créer 250 logements. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui avec les standards, les critères énergétiques et de confort d'aujourd'hui. Donc vraiment, on a cette vocation à développer le nombre de logements à terme, mais entre deux, est-ce qu'il y a des frais qui seront pris en charge? Alors justement, le fait de pouvoir avoir 2 bâtiments, ça nous permet de reloger les gens. C'est-à-dire que pendant qu'on construit le premier, ça permet aux gens d'habiter dans la partie qui sera construite le temps qu'elle soit terminée. Puis une fois que c'est terminé, on va démolir l'autre partie de l'immeuble parce qu'on est obligé de faire ça en 2 étapes. Et une fois que ce sera construit, on peut faire le deuxième et puis créer ces logements supplémentaires. Donc les gens, c'est une question un peu qui me vient à l'esprit et qui peut-être peut paraître bête, mais par rapport à ce que vous me dites, il y aura des travaux lourds, de la destruction qui sera faite et de la reconstruction en face des logements. Alors, ce qui va se passer dans l'esprit, c'est-à-dire que le bâtiment, on voit, c'est une grande barre avec 3 parties bien distinctes, parce qu'ils sont séparés par des murs mitoyens. L'idée, c'est justement de démolir cette première partie, de faire des nuisances de manière très ponctuelle, pour que les gens aussi, dans le cadre du relogement que vous citiez avant, puissent déménager dans le cadre de l'opération des marrons couchants. Parce qu'il faut savoir qu'au Marron Couchant, nous construisons actuellement 130 logements d'utilité publique, répartis pour un tiers protégé, un tiers subventionnés et un tiers à loyer abordable. Et ces personnes-là auront la priorité pour être relogées dans cet immeuble, avec des conditions, comme l'a dit Mme Schmutz, qui sont au prix au mètre carré inférieur à ce qu'ils payent aujourd'hui. C'est-à-dire que le 72 mètres carrés, par exemple, qui est 1 400 francs, il ne sera pas plus élevé que dans le nouveau bâtiment de Marron Couchant. Parce que là, c'est vraiment du concret. Ça, c'est aussi des éléments qui ont été abordés dans le cadre des discussions sur les réseaux sociaux. Oui. Beaucoup de gens disent c'est une occasion pour augmenter les loyers par rapport à ce qu'on a actuellement. Vous le garantissez, ce ne sera pas le cas. Alors, pour nous, notre ADN, c'est de créer du logement à loyer abordable. Aujourd'hui, le plafond des logements à loyer abordable, c'est 250 francs par mètre carré an. Au Tas de Bois, on est à 235. Notre objectif, effectivement, est de plutôt être entre 200 et 240, 220 et 240 sur Nyon. Donc, nous, on poursuit cet objectif et aussi sur la nouvelle opération. Mais aujourd'hui, c'est trop prématuré parce que, vous voyez, on est au stade préliminaire du projet, donc on ne peut pas avancer des montants de loyer. Par contre, sur Marron Couchant, là, on est en train de construire et on peut déjà confirmer aux locataires qui vont aller au Marron Couchant qui ne vont pas payer plus au niveau du mètre carré habitable. Et une dernière chose, avant de nous quitter sur l'état actuel du bâtiment, on sait que bon nombre de bâtiments, en particulier de ces années-là, il y a eu des problèmes d'amiante. Est-ce que c'est le cas dans le cas de ce HLM, la Sueta? Alors non, ça n'a pas été un critère pour la démolition de l'immeuble, y compris la notion esthétique, parce que c'est vrai qu'il y a ce surnom qui est donné à cet immeuble que je ne trouve pas adapté, parce qu'il faut se mettre dans le contexte des années 60. Ce n'est pas du tout ces critères-là qui ont fait qu'on a opté pour cette démolition. Donc il n'y a pas de danger pour la santé actuellement dans ce bâtiment? Non, ce n'est pas un danger. C'est par contre ces installations techniques, ça nous fait des frais importants pour l'entretien. Et puis on voit que le bâtiment est en fin de vie et c'est là qu'on doit intervenir. Et comme je l'ai dit avant, la rénovation, ce n'est pas une solution adaptée. La démolition reconstruction, par contre, nous permettra de créer beaucoup plus de logements à loyer abordable et aussi un meilleur confort, d'accessibilité aussi. Ça, c'est important, les accès PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite, comme pour nous aussi. Un jour, on aura sûrement une canne de quelques années, monsieur. Donc, il faut en tenir compte. Alors, quitte à déménager pour rester le plus longtemps possible, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui dans cette barre de la Sueta, parce que les ascenseurs, vous verrez, ils arrivent sur un demi-palier, avec une volée d'escalier. Donc moi-même, j'ai une grand-mère qui subit ça tous les jours et ça l'empêche de sortir. Donc on peut aussi régler des problèmes en même temps que nous avançons sur un nouveau projet. Ilan Buchler, merci beaucoup pour ces précisions. On va encore préciser que la destruction et la construction débuteraient a priori aux alentours du printemps 2019. Alors, peut-être juste un mot pour la planification. Oui. L'idée, c'est effectivement de démarrer printemps-été de 2019,
avec une planification en 2 étapes. Évidemment, il faut nous laisser construire en 2 étapes, c'est-à-dire environ 2 fois 2 ans et demi. Et ça, ce sont des chiffres grossiers. Donc, tout ça dépendra effectivement des procédures. Les prochaines étapes qui sont importantes, surtout pour les locataires qui habitent dans cet immeuble, c'est qu'on aura une séance d'information début de l'année prochaine. On leur donnera beaucoup plus de détails par rapport au traitement, c'est-à-dire au relogement, aux frais qu'on est prêt à prendre. Parce que pour une personne âgée de démonter des lustres, on conçoit bien que c'est un problème. Donc, ça, en général, on le fait. On a d'ailleurs beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, comme le bâtiment de la Rapauchi. On a démoli, reconstruit. Aussi à Montélie, donc là aussi une centaine de logements. Donc on a ces expériences. Et aujourd'hui, avoir le feedback de ces locataires qui sont finalement satisfaits et contents du résultat à la fin, pour nous, c'est aussi une récompense et un succès par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Ilan Buchler, merci et bonne journée. Merci. Gland rénove ses écoles. Son conseil communal a accepté une demande de crédit de 810 000 francs pour la mise en place de protection solaire au collège des Tuilières. Florian Cavalleri. C'est un très bon résultat et c'est vraiment une chance pour tous les écoliers qui iront Tuilières, bien évidemment, mais c'est assez normal qu'on mette ce bâtiment à niveau. Bon, ce bâtiment n'a que 12 ans. Mais c'est vrai qu'il fallait absolument faire quelque chose pour régler ces problèmes de chaleur. On a eu quelques petits soucis techniques, de domotique, de vouloir absolument automatiser. Mais le bâtiment lui-même est une réussite et je crois que tous ceux qui ont été dans ce bâtiment se félicitent d'avoir un aussi beau collège à Gland. Aujourd'hui s'opposaient la commission des finances et la commission technique. La commission des finances souhaitant ne pas avaliser ce budget et la commission technique étant pour. Tous les municipaux en place n'ont pas connu la genèse de cette construction, ce qui fait qu'il y a peut-être eu un problème au niveau communication. Donc on doit être attentif aussi, nous, municipalités, à donner les bons éléments aux bons endroits et surtout par écrit au niveau du préavis. Mais enfin, la COFIN a compris quand même à la fin du débat que ça ne servait à rien de reporter ce projet qui est attendu depuis 5 ou 6 ans par les écoles glandoises. C'est quelque chose qui est indispensable et qui doit être fait le plus rapidement possible, même si on va devoir prendre quelques temps pour le faire, puisque c'est un bâtiment qui est en exploitation. Donc il va falloir échelonner les travaux sur 2 ans et demi pour arriver à terme avec un bâtiment qui sera vraiment énergétiquement parlant correct. Et le mois prochain, on revient avec les Perrerets, autre chantier d'importance pour la commune de Gland qui concerne les écoles. Alors c'est vrai que les écoles nous font dépenser beaucoup d'argent, mais c'est vrai qu'on a des bâtiments comme le Perreret et même Grandchamp, parce qu'après Perreret, on va avoir certainement 2 étapes à Grandchamp aussi. On rappelle que la première étape Perreret a été terminée il y a maintenant à peu près une année. Et la deuxième partie va voir la construction d'une nouvelle salle de gym, va voir la construction d'une surélévation de 5 classes sur le bâtiment E, qui est le bâtiment à l'entrée à gauche du site. Donc c'est vrai que c'est un gros préavis et on va remettre aux normes actuelles toutes ces installations techniques, y compris la piscine, puisque la question a été posée ce soir. La piscine va aussi être remise aux normes techniques par ces travaux-là. Et c'est vrai que c'est un important montant, mais qui est aussi nécessaire pour remettre ce bâtiment de 40 ans à niveau. On parle de 18 millions pour les Perrets. Au total, l'enveloppe consacrée à la réfection de ces bâtiments scolaires pour le municipal en charge des bâtiments, elle est de combien ? Alors on n'a pas encore d'enveloppe générale, tout simplement parce que Grandchamp on n'a pas encore touché, mais ce sera le prochain manifestement. On a encore pas mal de bâtiments à rénover, surtout dans le cadre énergétique et technique. Mais c'est vrai qu'il y a bien quelques dizaines de millions qui vont être encore dépensés sur des bâtiments scolaires, ça c'est sûr. À Rolle, on apprend que la conseillère communale vert libérale Cécile Rode a déposé un recours contre le matériel de vote envoyé aux citoyens par la municipalité. L'élu estime que la brochure ne contient pas les informations qu'elle devrait contenir. Malgré le recours, le scrutin du 24 septembre sur le nouveau quartier d'habitation Gare Nord-Schenk ne devrait pas être annulé. Le Conseil des jeunes du district de Nyons sera officiellement constitué le 19 septembre. Il réunira des jeunes de 14 à 25 ans et c'est la première fois dans le canton qu'un tel conseil est créé sur le périmètre de tout un district. Rodolphe Henner. Cette fois, ce devrait être la bonne.
Après plusieurs tentatives, dont en 2015 lors de l'Assemblée des syndics, le Conseil des jeunes du district de Nyon devrait enfin se concrétiser. Et ce grâce à une poignée de jeunes adultes de la région. Robin Jacques, 18 ans, commune de Nyon. Je m'appelle Mireille Riff, je viens de Genelier et j'ai 18 ans. Achille Panser, commune de Crassier et j'ai 17 ans. Blairim Pouka, commune de Nyon, 18 ans. Alexandre Legrain, commune de Crassier, 18 ans. Damien Richard, de Lougiro, 23 ans. Un conseil des jeunes où l'on pourra siéger entre 14 et 25 ans. Alors de 14 à 25 ans, parce qu'on estime que les jeunes à 18 ans ne doivent pas se limiter à s'engager dans des conseils communaux. On pense que les jeunes, à partir de 18 ans, voudront également, pas forcément s'engager politiquement dans des partis, dans des conseils communaux, mais aussi donner leur avis en tant que jeunes et pas en tant que politiciens. Et si ce Conseil des jeunes est l'émanation de jeunes, justement, il n'en compte pas moins pouvoir bénéficier de l'aide financière du Conseil régional du district de Nyon. Une somme de 36 000 francs sur 3 ans sera d'ailleurs soumise au vote du législatif régional le 21 septembre prochain. De l'argent qui n'empêchera pas, selon le comité, l'indépendance de cette nouvelle structure. L'idée, c'est d'être complètement indépendant des autorités, mais pourtant complètement en lien également. On sera lié par une convention, mais on reste une association privée avec ses propres statuts qui définit elle-même ce qu'elle a, ses objectifs, ses règlements, etc. Et on aura la liberté de choix quant au sujet et au projet qu'on veut mener. Car cet argent, dont seulement 10% pourra servir aux frais de fonctionnement, est surtout alloué pour permettre à ce Conseil des jeunes du district de soutenir des projets qui leur semblent dignes d'intérêt. On a réussi un comité de préavis qu'on aura défini avec des gens qui pourront étudier des projets. Donc c'est aussi pour avoir un lien direct avec les jeunes du district qui ont des projets ou des envies, qui veulent organiser des événements ou des choses comme ça et qui ont en lien direct pour les soutenir financièrement, mais aussi, comme mon camarade l'a dit, logistiquement. Reste une question. Quel sera le profil des futurs conseillers et n'y en aura-t-il que pour les gymnasiens et les universitaires ? Ce qui nous tient vraiment à cœur, nous, c'est d'avoir un équilibre et on fait un appel aux apprentis parce qu'on n'a pas vraiment le même réseau entre eux et nous pour qu'ils viennent en masse à la soirée constitutive. On a un réseau qui est très gymnasien, mais on aspire à une égalité entre gymnasiens, apprentis et écoliers aussi. Ils sont les bienvenus aussi s'ils ont l'envie de s'engager. Qu'on ait un bon équilibre, mais également aussi au niveau de la population, que les âges soient bien équilibrés et entre les garçons et les filles, qu'on puisse avoir un bon équilibre. Avis donc aux jeunes du district de Nyon. Vous avez entre 14 et 25 ans et souhaitez débattre de la vie locale. Rendez-vous le 19 septembre à Nyon pour la séance constitutive du Conseil des jeunes. Un hôte de choix pourrait s'installer à Terre-Sainte. Nous vous l'annoncions en primeur. Stan Wawrinka fait actuellement construire une maison dans le village de Founet. Alors deviendra-t-il pour autant un véritable Founachu ou s'agit-il simplement d'un investissement immobilier ? Les précisions de Rodolphe Henner. En janvier 2014, quelques mois après son installation dans sa maison de Coppet, les autorités du lieu saluaient l'exploit sportif de Stan Wawrinka, victorieux à l'Open d'Australie, par cette banderole. Une banderole qui pourrait désormais servir au village voisin de Founet. C'est là, près de l'école internationale, que le champion vaudois fait construire actuellement une villa sur une parcelle de 1800 mètres carrés. Syndic du village, François Deblu, actuellement à l'étranger, a confirmé la venue du tennisman originaire de Saint-Barthélemy, sans pouvoir affirmer si le champion avait oui ou non déposé ses papiers au contrôle des habitants de la commune. Une chose est sûre, entre Coppet et Founet, Stan Wawrinka se sent définitivement bien en Terre Sainte. En bref, le reste de l'actualité du district avec l'émetteur de la Barriette, la fête multiculturelle de Glon ou encore le Nyon Street Food Festival, un condensé proposé par Andrea Braslopo. La nouvelle antenne de la Barriette culmine à 128 mètres comme son ancêtre. La structure en acier qui supportera les antennes de Swisscom Broadcast a été montée mardi 29 août par des ouvriers spécialisés. Résultat, un mât tout neuf. Selon 24 heures, Thierry Rossel, responsable régional du Swisscom Broadcast, espère finir l'équipement du mât et du bâtiment d'ici l'arrivée de la neige. Quant à l'ancien mât, il ne sera détruit qu'au début du printemps prochain.
Dimanche dernier était festif et gourmand. Du côté de Gland, danse, musique et spécialités culinaires ont mis à l'honneur la diversité culturelle à la salle communale. Chaque année, la fête multiculturelle permet au pays de se rencontrer et de passer un bon moment tous ensemble. Les bénéfices de la vente des pâtisseries ont été reversés à Ganesha Suisse, une association qui vise à soutenir le Népal avec des programmes de nutrition et des bourses d'études. Du côté de Nyon, du 1er au 3 septembre, le quai de Rive accueillait la première édition du Street Food Festival. Une vingtaine de camions itinérants venus de Suisse romande ont pris leur quartier au bord du lac, aux côtés de stands de nourriture classique. Les traditionnels burgers, fish and chips ou hot dogs ont rempli les estomacs. Après une météo maussade de vendredi et samedi, le festival s'est terminé dimanche avec une journée ensoleillée et un succès mitigé. Les mauvaises langues avaient prédit leur disparition avec l'avènement des jeux vidéo, des smartphones et autres tablettes. Eh bien, il n'en est rien. Les jeux de société connaissent un véritable engouement, renouveau. Et les amateurs, j'en perds mes mots, pourront s'en donner à cœur joie ce week-end à Gland grâce au Ludico Festival. Sébastien Sberon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce Ludico Festival qui se présente comme le festival des jeux. On a une petite panoplie ici, on connaît des grands classiques comme le Monopoly qu'on voit en face de nous. J'y disais, il y a un renouveau, un engouement malgré la technologie qui est présente. Vous le ressentez naturellement, elle est due à quoi ? Elle est due que les gens ont peut-être gardé cette image justement du Monopoly en tête, du Trivial Poursuite. Voilà. Le dimanche, il pleut, on reste à la maison, on joue à ça. Ça dure des heures. Le jeu n'est pas spécialement intéressant, mais on reste là-dessus parce que c'est des valeurs sûres et ce genre de choses. C'est un passe-temps ? Ouais, c'est un passe-temps, une occupation qu'on peut avoir, alors que maintenant c'est devenu plus une passion, un loisir. Donc c'est vrai qu'on a envie de partager ça. Et on a envie justement de dépoussiérer cette image du Monopoly parce qu'on n'en peut plus, quoi. Donc on a envie de montrer autre chose. C'est un jeu. Vous ne jouez pas au Monopoly en tout cas ? Je ne joue plus au Monopoly depuis bien longtemps. Alors à quoi vous jouez aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a des jeux comme celui-ci, par exemple, Les Aventuriers du Rail, qui est devenu un peu un nouveau classique. Ouais. C'est une boîte qui s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires sur le monde. Et c'est vrai que c'est des jeux qui sont très accessibles. On peut y jouer à partir de 8 ans. Donc autant on peut jouer en famille, mais ça n'empêche pas que les adultes trouvent leur intérêt là-dedans, mettre une stratégie en place, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour nous, quoi. Alors le but du festival, on pourra y jouer évidemment, ce serait un peu embêtant que ce ne soit pas le cas, mais c'est aussi de montrer justement cette diversité, d'aller au-delà du Monopoly que l'on connaît ou du Trivial Poursuite par exemple. Il y a des bénévoles qui seront présents pour pouvoir nous initier aussi à certains jeux. Absolument, ça c'était quelque chose qui était vraiment important pour nous, c'était de ne pas que les gens viennent au festival et doivent lire les règles. Ça c'est quelque chose qui pour nous ne marchait pas. Les gens viennent, on leur explique nous les règles, on gagne beaucoup de temps. Les gens sont là pour s'amuser et pas pour lire les règles, ils peuvent le faire à la maison tout seul. Donc le but n'était pas là, c'était de leur faire découvrir des nouveaux jeux que nous on a sélectionnés. On s'est dit si on met une table avec plein de jeux dessus, qu'ils doivent choisir, ils ne sauront pas quoi prendre, etc. Donc ça nous permet de nous les aiguiller par rapport à leur âge, à ce qu'ils ont envie de jouer, le temps qu'ils ont à y accorder. Et c'est vrai que pour nous c'était important vraiment ça, que ce soit basé là-dessus. Et il y a aussi un atelier de création de jeux qui est prévu. Alors exactement, donc il y a un ami à moi qui va venir, qui crée des jeux de société. Et le but c'est de montrer aussi aux gens que ça ne se crée pas tout seul, quoi. Souvent les gens disent « Ah ouais, ça c'est super bien, c'est intéressant ». Et en fait c'est un sacré boulot là derrière, quoi. Enfin, c'est comme écrire un livre, si on n'a pas d'idée, ça ne vient pas, quoi. Donc les gens pourront venir et essayer de comprendre comment on développe un jeu, qu'est-ce qu'une mécanique de jeu, qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et se rendre compte que c'est clairement pas si évident que ça en a l'air au premier abord, quoi. Et il y a aussi un tournoi, alors vous m'excuserez si je prononce mal, c'est le Crossmaster Arena. C'est ça. Je suis un néophyte, qu'est-ce que c'est ? Vous m'expliquer ? Alors c'est un jeu avec des figurines en fait, où on joue en duel, en 1 contre 1. Et le but c'est bien sûr de battre son adversaire. Donc les joueurs vont venir avec chacun leurs figurines, leurs armées si on peut dire. Et c'est des choses qui se composent avec des points et autres. Donc chacun peut vraiment venir avec ce qu'il veut du moment qu'il rentre dans le règlement. Est-ce qu'on peut comparer ça à un jeu de rôle ? Non, pas du tout. Alors. Non, ça va vraiment être sur un jeu de plateau pur. Mais c'est clair que là, le côté, c'est de monter son armée, de pouvoir la mettre en avant, et puis de montrer qu'après, on sait mieux la manier que son adversaire, quoi. Alors ces jeux de société, est-ce que c'est une concurrence aux jeux vidéo ou c'est une complémentarité ? Moi, je pense que c'est une complémentarité. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui jouent aux jeux de société, qui jouent aux jeux vidéo aussi. Et après, il y a des choses maintenant où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se lie aussi. Typiquement, cette entreprise qui est polonaise, qui en fait prend des jeux mobiles justement et qui les adapte en jeux plateau. Et il y a vraiment une grosse demande là derrière parce que les gens, ils jouent sur mobile, mais ils ont envie de jouer des fois avec des autres personnes, de se trouver autour d'une table et de se voir en réel.
de boire un verre ensemble, mais ils ont vraiment basé toute leur communication là-dessus, et ils font que ça d'ailleurs, et ça marche vraiment très fort. Donc je pense pas que non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde vraiment, quoi. Et cet intérêt, on le voit aussi. Alors il y a des concepteurs de jeux qui sont là depuis de très nombreuses années, qui sont des mastodontes au niveau international, et puis on voit de plus en plus d'éditeurs indépendants qui arrivent à faire leur petite niche, à prendre la place sur un marché qui est déjà, on le voit juste avec un exemple ici, où il y a une diversité très grande. Ça aussi, c'est un signal qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est vraiment en train de se professionnaliser. Ça reste encore très amateur sur plein de points. On le voit, nous, pour le festival. On a eu plein de surprises auxquelles on ne s'attendait pas. On se disait... Ouais, on peut dire ça comme ça, mais les gens, bêtement, leur écrit pour savoir s'ils sont intéressés de venir au festival, des éditeurs et autres, et on n'a carrément juste pas de réponse, en fait. Et on trouve ça pas très pro de leur part, et on sait que c'est un petit festival, on se met en place, mais c'est vrai que c'est ça, puis il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est vraiment dans un moment, je trouve, charnière de ça. Et en effet, il y a de plus en plus de petits éditeurs et qui vont aller chercher aussi des jeux un peu plus de niche, des choses un peu plus... un peu moins grand public, mais par contre avec quelque chose d'un peu plus vrai, je dirais, au fond, et puis qui vont être moins axés sur l'argent et ce genre de choses. Donc, Le Ludico Festival, c'est cette fin de semaine, 8 et 9 septembre, donc vendredi et samedi à Glon. Où ça exactement ? À Montely. À Montely. La salle de Montely, ouais. Le rendez-vous est pris. On vous souhaite tout le meilleur pour ce festival. C'est la première édition ? Oui, c'est la première édition. Eh bien, on espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est tout le mal qu'on vous souhaite pour les prochaines éditions. Donc vendredi et samedi à Glon pour ce festival des jeux. Merci beaucoup Sébastien Sberan. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal d'actualité. Bonne suite de programme et à bientôt.